Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la Panaméricaine, le podcast créé et animé par Marie Vesco et Antoine Rousseau qui porte sur les travaux en sciences sociales sur les Amériques. Aujourd'hui, le kilométrage est modeste. Nous resterons dans les Andes péruviennes et c'est plutôt un long voyage à travers les siècles du XVIe à nos jours que nous vous proposons. Des caciques de la vice-royauté du Pérou aux prêtres quechua-phones de la région de Cusco, nous passerons de la christianisation des sociétés indigènes à l'autochtonisation du clergé. Nos deux invités du mois nous guideront dans ce périple temporel et linguistique, nous expliqueront leur démarche, leur méthode, en bref, comment être un bon chrétien de part et d'autre de l'autel. Elfie Guyot est maîtresse de conférences en histoire moderne à l'université Paris-Nanterre, rattachée au laboratoire Monde Américain. Sa thèse, dirigée par Alyosha Moldavsky et Jorge Flores, s'intitule « Être reconnu chrétien, cacique et principales face à la christianisation des sociétés indigènes dans la vice-royauté du Pérou, 1540-1780 ». Alice Lhuillier-Godet est doctorante en anthropologie à l'université Sorbonne Nouvelle sous la direction de Capucine Boisdin et César Itier. Sa thèse a pour titre « Une nouvelle chance pour l'Église, autochtonisation du clergé et transformation de la relation pastorale dans l'archevêché de Cusco ». Bonjour Elfie, bonjour Alice, bienvenue sur la Panaméricaine et merci d'être venue jusqu'ici pour nous parler de vos sujets de thèse. On va vous poser la première question traditionnelle de ce podcast qui est comment en êtes-vous arrivé à travailler sur ces sujets de recherche et peut-être vous pourrez en profiter pour nous rappeler quelques éléments de contexte. Ouais, et merci beaucoup de l'invitation. Donc du coup, je vais commencer. Alors moi, j'ai fait une thèse sur l'appropriation des discours et des pratiques du christianisme par ce qu'on appelle les caciques, c'est-à-dire en fait la noblesse indigène reconnue par l'institution coloniale espagnole et qui a aussi des fonctions de gouvernement sur les populations indigènes, donc prélèvement du tribut, administration judiciaire à l'échelle locale, ce genre de choses. Et ce qui m'intéressait, c'était de voir comment ces caciques s'approprient donc des discours qui sont typiquement introduits par l'Église ou les autorités coloniales sur ce qu'est qu'être chrétien, pour justifier leur légitimité à exercer le pouvoir sur les populations indigènes, face aux autorités coloniales et face aux populations indigènes. Et je suis venue à m'intéresser à ce sujet de manière un petit peu détournée. C'était pas un sujet auquel je me destinais du tout à la base. À l'origine, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment les cultures préhispaniques de la côte du Pérou, parce que je suis tombée amoureuse de la culture nazca dans le cadre d'un cours au lycée, où j'avais eu un professeur d'espagnol qui venait du Pérou, en fait, et qui nous avait parlé de ça, et ça m'avait fascinée. Et après un master en archéologie, où je me suis rendu compte qu'en fait, ça ne me plaisait absolument pas. Voilà, ça arrive. Et je suis partie en master d'histoire et à partir de là, j'ai découvert des sources judiciaires et juridiques que je ne connaissais pas, qu'on appelle informaciones de oficio y parte, qui sont en fait des procédures dans lesquelles un noble, dans l'Empire espagnol, met un peu en scène sa vie pour obtenir des grâces et des privilèges du roi. Et donc j'ai travaillé dans le cadre de mon master sur ces procédures-là par des caciques de la vice-royauté du Pérou, du XVIe au XVIIIe, et il y avait une question qui restait en suspens, qui était en fait le peu de place des arguments sur le chrétien dans ces procédures-là. En fait, elles sont très présentes, mais elles sont très stéréotypées, et quand on les lit un peu sans prêter attention, on a l'impression que c'est toujours la même chose du XVIe au XVIIIe, alors que les pratiques d'évangélisation évoluent beaucoup, que les enjeux de l'évangélisation évoluent beaucoup. Et donc le but de ma thèse, c'était un petit peu de voir justement ce qu'il y avait derrière cette apparence d'homogénéité. Merci beaucoup. Et pour toi, Alice, comment ça s'est passé ? Alors moi, je suis encore en thèse actuellement, je ne l'ai pas encore finie, et je travaille sur la question des prêtres actuels qui travaillent pour l'archevêché de Cusco, donc les prêtres diocésiens, qui travaillent dans les paroisses rurales des communautés quechua-phones. Comment je suis arrivée à ce sujet-là ? Je pense que mon sujet il trouve son origine dans la question de la langue. J'avais toujours été intéressée et intriguée par cet événement de la rencontre entre l'ancien et le nouveau monde. Et ce qui m'intriguait le plus dans cet événement historique-là, c'était comment des gens avaient réussi finalement à se comprendre dans cette rencontre des langues qui était tout à fait insolite. Et c'est pour ça que j'étais déjà engagée dans un cursus de sciences sociales et j'ai décidé de me spécialiser sur l'Amérique latine, à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine,
latine. Et puis aussi, j'ai commencé à apprendre le quechua auprès de Césaritier à l'INALCO. Et en fait, c'est avec cet premier intérêt pour la langue que le sujet du catholicisme s'est un peu imposé à moi, parce que dans l'évangélisation du Pérou, les premiers à s'intéresser à la langue et à essayer de la grammatiser, de la traduire et de la travailler, ce sont les prêtres missionnaires venus d'Europe. Et c'est comme ça que le tout premier travail de recherche, d'apprenti-recherche que j'ai été amenée à faire en Master 1, c'était un travail sur la traduction, en fait, qu'avaient fait ces prêtres missionnaires de l'espagnol vers le quechua, des termes de l'eschatologie chrétienne, donc comment on avait traduit l'enfer, le paradis, pour les expliquer ensuite aux Indiens du Pérou. Et puis, au moment de faire mon Master 2, en fait, j'ai eu envie de contemporanéiser mon sujet, parce que j'avais envie d'être plus au contact des gens que des archives, pour ce qui allait être mon premier voyage au Pérou et en Amérique latine de manière générale. Et puis j'avais aussi un peu envie de mettre à l'épreuve justement moi aussi mon apprentissage du quechua. Et c'est ce qui fait en fait que je me suis retrouvée un peu après derrière par tout un concours de circonstances à vivre pendant 3 mois auprès d'un couple paysan dans un village à 4 heures de Cusco pour observer la vie religieuse du village. Et puis j'ai surtout passé du temps dans les champs à cultiver les pommes de terre. Et en fait, ce premier séjour m'a permis de m'ouvrir les portes d'un autre terrain qui est devenu ensuite mon terrain principal, qui est la paroisse rurale en fait de la zone. Alors on voit bien que vous travaillez du coup sur cette thématique de l'évangélisation au Pérou à différentes périodes, des périodes aussi très éloignées. Donc est-ce que vous pouvez revenir justement sur ces contextes historiques qui sont quand même très différents, surtout sur votre méthode qui est aussi très différente. Avec Elfie, tu as parlé des archives judiciaires, et toi Alice, tu as parlé de l'observation ethnographique. Alors est-ce que vous pouvez préciser un peu justement ces différentes méthodes, on va dire, d'enquête? Toi Elfie, comment ça s'est déroulé? Alors, moi, en fait, j'ai décidé, et ça, c'est un peu à la fin du master, d'adopter une approche qui soit résolument diachronique. Et en fait, je commence même le plus tôt possible. Donc, c'est-à-dire au XVIe siècle, mes premiers documents datent des années 1540, en fait. Donc, c'est-à-dire un peu moins d'une dizaine d'années après, en fait, l'installation des Espagnols et la conquête de Cusco. L'idée, c'était vraiment d'essayer de prendre cette historiographie de l'évangélisation dans le temps très très long, parce que quand j'ai commencé ma thèse, elle était encore très fragmentée du point de vue chronologique. On avait beaucoup de choses sur le premier XVIe siècle, on va dire, 1540-1580, avec les premières grandes réformes administratives de la vice-royauté, le déplacement des populations indigènes dans des pueblos associés souvent à des paroisses. Et donc il y avait cette historiographie qui était centralisée en fait sur cette période-là. Une autre sur le XVIIIe siècle, notamment pour essayer de comprendre en fait le rôle de l'Église et du rapport à l'Église dans les révoltes anticoloniales des années 1780. Et après, en fait, il y avait une espèce de gros trou sur le XVIIe, et l'historiographie du XVIIe se centralisait surtout sur un phénomène qu'on appelle les visites d'extirpation d'idolâtrie, c'est-à-dire des procédures mises en place qui associent à la fois des autorités royales et le clergé pour en fait débusquer des résistances de formes de paganisme indigène, brûler les idoles et ensuite, si besoin, mener des procès de répression pour ce qu'on appelait les dogmestizadores, donc c'est-à-dire ceux qui étaient responsables de l'idolâtrie. Finalement, en fait, il y avait peu de place pour la compréhension sur le temps très très long de ces phénomènes-là. Donc on avait beaucoup d'études qui se focalisaient sur des pratiques indigènes particulières face à quelques réformes particulières. Et quand j'ai commencé ma thèse, il n'y avait qu'un seul ouvrage qui adoptait une approche diachronique, c'était celui de Juan Carlos Estensoro, Del Paganismo a la Santidad, qui lui prenait plutôt essayer de comprendre un petit peu l'évolution des réformes du point de vue de l'Église. Et donc moi, ça m'a inspirée parce qu'en fait, je voyais qu'il y avait une évolution aussi du côté des populations indigènes et de leur noblesse, et donc moi, je voulais essayer de remplir ce trou-là. Le problème, c'est que les sources que j'ai, c'est des sources produites par l'administration coloniale, et nécessairement. Et donc du coup, la méthode que j'ai adoptée, c'était de prendre les archives judiciaires et juridiques, les procédures qui avaient été menées par des caciques, pour étudier, essayer de comprendre l'évolution des arguments qu'ils utilisaient pour être reconnus comme chrétiens face aux autorités coloniales. Et le parti pris que j'ai pris, c'était de prendre à la fois des juridictions royales et à la fois des juridictions ecclésiastiques, pour voir s'il y avait une différence dans la manière dont on se représentait face à l'Église ou face à des autorités civiles. Et en fait, il y en a très très peu.
Donc ça, c'était quelque chose qui était assez intéressant à trouver. Et pour éviter de tomber aussi dans l'idée que voilà, ce qu'ils racontent et la manière dont ils se présentent, ce serait un reflet de leur pratique, l'idée initiale de ma thèse, c'était en fait de confronter systématiquement le plus souvent possible la manière dont on se représente et les pratiques qu'on a dans les paroisses. Il se trouve que la pandémie de Covid est arrivée et que ça a mis un gros point d'arrêt à ma collecte d'archives au Pérou. Et donc pour pallier à ce problème, en fait, j'ai pris le parti de prendre quelques études de cas que j'avais très bien documentées sur différentes périodes que j'avais identifiées comme des moments assez représentatifs de l'évolution des arguments, puis de les confronter aux pratiques. Et quelque chose qui est ressorti et qui m'intéresse beaucoup, et c'est ce que j'essaye de creuser depuis, c'est qu'en fait, il y a un décalage monumental entre la capacité des caciques à s'approprier des pratiques d'investissement auprès de l'Église très très rapidement, et en fait l'arrivée de ces pratiques-là dans les arguments face à la justice qui n'arrivent qu'au XVIIIe siècle. Donc voilà, ça c'est un petit peu ce qui reste en fait à creuser pour moi, c'est d'essayer de comprendre un petit peu ce décalage-là. Et il y a autre chose qui reste en suspens, et ça c'est parce que c'est aussi quelque chose qui reste de l'historiographie, c'est qu'en fait on a très peu de travaux sur le poids des indépendances, sur ce rapport au sacré et au religieux dans les communautés indigènes, et il y a une espèce d'énorme trou entre les révoltes anticoloniales et finalement les périodes d'indépendance, puis républicaines, etc. Voilà, donc il manque tout ça à faire en fait, je pense. Alors justement, Elfie, tu as parlé de ce trou aussi du 19e siècle au niveau de l'historiographie. Toi, Alice, donc tu arrives après ça, donc comment justement tu as fait pour pallier ces silences ou justement surprésence des différentes périodes? Moi j'ai aussi du coup comme tu dis et comme Elfie dit un problème dans la littérature, mais plus du côté de la littérature d'anthropologie que de celle de l'histoire, parce qu'en fait il y a eu, et je pense que c'est un héritage aussi de cette historiographie, un focus très particulier de l'anthropologie andine et de l'anthropologie qui s'est intéressée à la religion en région andine. C'est qu'il y a eu une espèce d'hyperfocalisation en fait sur la question de ce qui serait un syncrétisme, un catholicisme un peu mélangé, jamais vraiment atteint, qui aurait jamais vraiment atteint à une sorte de catholicisme pur à l'européenne. Et en fait, tous les travaux et toutes les recherches en ethnographie portent sur ça, sur les pratiques, et cherchent à voir ce qu'il y aurait dans ces pratiques qui seraient encore des héritages des époques de l'évangélisation. Et du coup, moi, je lis ces textes-là avant de partir sur mon premier terrain, et je me dis que j'ai pas envie de répéter dans mon terrain une extirpation d'idolâtrie à la manière de ce qu'Elfie peut lire dans ses sources à elle. Et avant de partir sur mon tout premier terrain, en fait, je lis un bouquin d'un anthropologue qui s'appelle Albert Piette et qui écrit La religion en train de se faire, où il décrit en fait tout simplement au niveau de différentes paroisses en France qu'il étudie comment concrètement dans les petites choses du quotidien, en fait dans la banalité de la paroisse, la religion s'organise. Pas tant dans les questions de la pratique, mais dans les questions d'une organisation de l'institution au quotidien et au plus près en fait des paroissiens et des paroissiennes. Et du coup, moi, j'arrive sur mon terrain avec cette idée-là en tête de pas tomber dans des questionnements de qu'est-ce qui caractériserait le catholicisme andin. Et assez paradoxalement, en fait, c'est mes propres interlocuteurs qui me remettent cette question-là sous le nez, parce que dans le tout premier entretien que je fais avec un prêtre, il m'apprend qu'en fait, je me trouve dans une zone que l'Église considère zone de mission. Une zone où l'évangélisation, en fait, aurait jamais abouti et serait toujours à faire. Je me suis retrouvée à travailler avec des prêtres qui sont considérés comme des prêtres missionnaires. Et donc, j'étais un petit peu déroutée par j'avais l'impression du coup d'avoir fait une sorte de voyage dans le temps. Et il a fallu que je trouve un peu un équilibre entre ce que je pouvais observer et ne pas me laisser emporter aussi par justement cette littérature qui était déjà, en tout cas selon moi, trop imposante et trop importante. Pour pallier ça, j'ai décidé de prendre un peu le contre-pied de ce qui avait été fait en anthropologie de la religion catholique dans la zone andine, c'est-à-dire plutôt que de travailler sur les pratiques, travailler auprès des prêtres pour aussi participer un petit peu à un mouvement de désexotisation de la religion en contexte andin. C'est pour ça que ma recherche se base sur tout un mélange de méthodes. Bon, déjà beaucoup d'observations participantes, donc je vis dans une paroisse, je partage le quotidien des prêtres, je les suis aux messes, aux réunions, aux organisations d'événements. J'observe aussi les interactions quotidiennes un peu banales qu'ils ont avec leurs paroissiens, leurs paroissiennes. Je suis aussi à un niveau plus global au niveau de l'archevêché
les événements qui touchent à la question de la vocation, comment on recrute ces prêtres, quelles sont les manières en fait d'aller chercher aujourd'hui dans justement ces campagnes-là les futurs prêtres. Et je m'intéresse beaucoup, là il y a une dimension un petit peu d'anthropologie linguistique à mon travail, à la question des discours qui sont produits par l'institution à Cusco, l'institution à la fois des membres du clergé et aussi les paroissiennes qui sont engagés dans la vie de la paroisse. Et en fait, du coup, je recueille beaucoup de sermons qui sont énoncés par les prêtres auprès de petites communautés rurales ou aussi des sermons plus importants qui ont lieu dans la cathédrale de Cusco. C'est des discours que je recueille, que je transcris, que je traduis, parce que souvent ce sont des sermons bilingues quechua-espagnol et que je souhaite utiliser en fait vraiment comme des sources à part entière. J'ai aussi un recueil de tous les discours indirects, donc avec notamment une ethnographie en ligne des réseaux sociaux des institutions catholiques à Cusco. Et puis là, un petit côté aussi forcément d'archives pour justement essayer de remonter un petit peu jusqu'au Concile Vatican II pour voir qui ont été les prêtres qui ont été envoyés dans la région de Cusco, essayer de comprendre quelles étaient aussi leur mentalité, leur manière de travailler. Et puis tout ça, je le complète avec en fait des entretiens que je mène notamment auprès des prêtres, mais aussi auprès de laïcs, sur ce que c'est d'être prêtre, sur la vocation. Et puis avec ces interlocuteurs-là, j'essaye justement de combler l'absence de la littérature avec des entretiens d'histoire orale en leur demandant de me raconter dans leur enfance et dans leurs souvenirs qui étaient les prêtres et comment ils travaillaient. Las ilusiones del alma son como las flores de un día. Las ilusiones del alma son como las flores de un día. En las mañanas hermosas, muy hermosas. Un des points communs de vos recherches, c'est que vous naviguez entre plusieurs langues, donc l'espagnol, le quechua, parfois le latin. Et ma question est toute simple, donc peut-être est-ce que vous pourriez revenir sur les langues que vous manipulez dans les sources, sur le terrain, dans quelles circonstances telle ou telle langue est utilisée. Donc là, Alice, est-ce que tu pourrais nous en dire plus justement sur l'usage du quechua par ces prêtres que tu étudies ? Déjà pour les prêtres avec qui je suis amenée à travailler, qui sont des jeunes prêtres qui ont entre 35 et 40 ans, le quechua c'est leur langue maternelle. Donc déjà les prêtres quand ils interagissent entre eux, ils le font en quechua. Quand ils saluent des paroissiens, paroissiennes dans les communautés, dans la rue, ils le font en quechua. Et je me suis rendu compte aussi que le quechua jouait un rôle très important dans la manière dont ils travaillaient. C'est-à-dire que les messes qu'ils célèbrent sont des messes bilingues. Donc les lectures des textes la plupart du temps se font en espagnol, mais parfois se font aussi en quechua, puisque tout a été traduit depuis longtemps déjà. Mais les sermons, en fait, sont vraiment des moments à part entière, et des sermons très longs, qui durent souvent entre 20 et 30 minutes, parce que bon, on est aussi dans un contexte où ce sont des communautés éloignées, certaines communautés, le prêtre ne s'y rend que 2 à 3 fois par an, donc le sermon, c'est vraiment un moment privilégié d'interaction, et donc alors que le pape François recommandait que les sermons ne dépassent pas 6 minutes pour que les paroissiens ne s'endorment pas sur les bancs de l'église, moi j'ai des prêtres qui font des sermons qui durent parfois une trentaine de minutes en quechua. Et je sens, quand ils parlent quechua, que l'attention des personnes présentes autour de moi sur les bancs de l'église n'est pas la même, tout simplement déjà parce que dans la zone dans laquelle je travaille, il y a encore une partie de la population qui ne parle pas l'espagnol, notamment les parties les plus âgées. Et puis aussi parce que les prêtres ont cette capacité-là, en maniant la langue quechua, à expliquer des choses d'une manière sûrement plus claire en fait pour les interlocuteurs qu'ils ont en face d'eux. Donc le quechua il est très présent sur ces moments forts d'interaction prêtres, paroissiens, paroissiennes. Les réunions de paroisses qui se déroulent, on a des prises de parole en quechua, en espagnol qui en fait ça balance de l'un à l'autre et sans vraiment je crois que ce soit conscientisé. Bon, moi je parle pas suffisamment quechua pour avoir des vraies conversations en quechua, mais quand je discute en espagnol avec le prêtre, s'il va me faire une blague, en fait, il va me la faire en quechua. Et donc le quechua est toujours présent sur mon terrain, et il est notamment très présent dans les chants qui accompagnent la messe. Donc même quand le prêtre célèbre principalement en espagnol, tous les chants de messe sont des chants en quechua, et je vois que c'est ce qui lie aussi les plus vieilles générations à la pratique aujourd'hui de la messe, c'est qu'en fait souvent ces chants-là sont des chants très anciens, et que des personnes qui ont 80 ans
ce sont en fait avec ces chants-là que eux ils ont appris le catéchisme et la manière dont on célèbre la messe. Et de ton côté, Elfie, Alors, je du ne sais coup, pas s'il y a beaucoup de quechua qui est utilisé dans tes sources. Alors du coup, moi, déjà, il faut quand même que je dise que j'ai un énorme biais sur la question des langues en raison des sources que je travaille, puisque ce sont des sources judiciaires et juridiques, qui sont en fait essentiellement en castillan. Alors, c'est pas forcément lié au fait qu'on pouvait pas s'exprimer en quechua ou même en aymara, parce que je travaille sur aussi des populations qui parlent aymara. Devant ces tribunaux, au contraire, vu qu'il y avait des interprètes, mais en fait la procédure est traduite en castillan. En fait, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est qu'il y a même des caciques, très souvent, c'est précisé quand ils sont dits ladino, c'est-à-dire quand ils parlent castillan, et qu'ils s'expriment en castillan. Et en fait, jusqu'au début du XVIIe siècle, c'est même un argument prouver qu'on est un bon chrétien, qu'on est bien intégré, parler castillan, fréquenter des Espagnols, ramener des témoins qui parlent le castillan, ça c'est quelque chose qui est mis en avant. Donc il y a aussi ce biais-là qui fait que en fait, l'usage du castillan est un argument de représentation de statut social, puisqu'en fait les caciques, quand ils ont été évangélisés, au départ, la politique qui était promue, c'était de les évangéliser en espagnol, pour qu'ils deviennent des intermédiaires finalement, qui puissent aussi aider les curés dans les paroisses. Mais par contre, après, c'est vrai qu'à partir en fait, de l'application des réformes tridentines, notamment Concile Lima III à partir de 1583, et puis pour côté Bolivie, plutôt 1622, il y a aussi cette volonté de distinguer l'évangélisation pour les caciques qui va se faire en espagnol, et parfois on va leur apprendre le latin, c'est ce que font les jésuites par exemple, et le reste des populations où là, il faut absolument que le curé pratique dans la langue générale, c'est-à-dire le quechua général ou une forme de l'aymara latinisé, etc. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, du coup, à partir de ce moment-là, bien que les caciques, eux, utilisent le castillan pour démontrer leur statut social, ils ne vont pas hésiter à se saisir, en fait, de ces réformes-là pour dénoncer les curés qui ne feraient pas bien leur travail parce qu'ils ne maîtrisent pas la langue. Et c'est difficile, en fait, dans ces procédures de savoir si c'est réel que le curé ne maîtrise pas la langue. J'en ai quelques-unes où, en fait, il y a l'ensemble de la procédure avec le curé qui est reconnu effectivement inapte parce qu'il ne maîtrise pas le quechua, et donc il y a un examen, il est suspendu et on le réintègre. Mais en fait, très souvent, ça reste un argument qu'on utilise essentiellement en fait dans des conflits complètement politiques, autour de l'usage notamment des biens des fabriques paroissiales, des confréries. On n'est pas d'accord avec le curé, et donc l'attaquer sur sa maîtrise de la langue, c'est un bon moyen aussi de montrer que déjà on connaît les lois. On a intégré aussi quels étaient les devoirs du curé, et donc par définition, on est aussi un meilleur chrétien que le curé. Et ça, c'est une stratégie d'argumentation juridique qui se développe, mais alors comme une traînée de poudre à partir des années 1620, 1630, et que je retrouve jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Et donc, alors on voit bien l'importance de l'espagnol pour cette identité chrétienne qui est mise en avant par les caciques. Est-ce qu'ils font aussi usage du latin dans les procédures ou pas ? Alors, à partir du XVIIIe, je commence à trouver dans certaines formes de noblesse, notamment dans la noblesse urbaine. Donc, c'est pas forcément des caciques, ce sont surtout ce qu'on appelle des principales. Donc, en fait, c'est un titre qu'on donne pour distinguer une sorte d'appartenance à un lignage avec des privilèges notamment fiscaux, des anciennes noblesses souvent qui se revendiquent préhispaniques, donc à Cusco c'est surtout revendication inca. Eux utilisent de plus en plus des formules en latin, pas forcément des paragraphes en entier, pour citer les lois ou pour citer certains textes. Alors après, la difficulté, c'est toujours la même avec ces sources-là, c'est difficile de savoir dans quelle mesure c'est eux qui utilisent le latin ou si leurs assistants judiciaires. Un des gros problèmes en fait quand on travaille sur ce genre de sources et qu'il y a beaucoup de médiation linguistique, c'est qu'en fait il faut reconstituer aussi toutes les sociabilités de tribunaux. On reste très souvent en fait au niveau de l'hypothèse. Après, ce qui arrive au XVIIIe, c'est qu'effectivement ça devient de plus en plus récurrent. Donc même s'il n'y a pas forcément un usage direct de ces populations, ce qui est sûr, c'est que citer certaines lois en latin ou citer certains textes, certaines prières en latin, ça devient un signe qui est attendu quand on veut justement défendre sa réputation de chrétienté. Ça devient un signe d'intégration du christianisme qui ne serait pas celle du tout venant, mais quelque chose d'exemplaire, qui vous distingue comme une élite chrétienne. Est-ce que, Alice, il y a des formules en latin qui sont toujours utilisées aujourd'hui ou ça a totalement disparu ? Non, moi, les prêtres au séminaire, ils apprennent quelques bases de latin, mais en fait, ils le pratiquent pas et ça s'oublie assez vite. Par contre, je trouve ça très intéressant ce que tu dis sur la manière dont la langue est un moyen de distinction, parce que moi, au contraire, sur mon terrain, je pense pas, en tout cas, trouver une distinction sur le fait de pouvoir dire le credo ou autre en quechua ou en espagnol. En fait, j'ai pas l'impression qu'il y ait une langue qui prime sur l'autre, en tout cas en termes de prestige social. Et par contre, ce que je trouve aussi assez intéressant, c'est qu'en fait, on se rend compte que dès les débuts de l'évangélisation du Pérou, le problème, c'est le problème de la langue. Il y a tout un tas, comme le disait Elfie, de moments où, que ce soit au niveau des
des conciles ou par les ordres de la couronne, on attend des curés à ce qu'ils parlent la langue, donc pas seulement le quechua, mais aussi d'autres langues qui sont à l'époque parlées sur le territoire du Pérou. Et en fait, c'est un problème qu'on trouve encore aujourd'hui, où l'archevêque de Cusco est désespéré de pouvoir trouver des prêtres qui parlent quechua, parce qu'aujourd'hui, à Cusco, en tout cas dans la région de Cusco, qui rassemble plus de 80 paroisses, mais la plupart disséminées dans des communautés rurales où beaucoup ne parlent pas forcément l'espagnol, ou en tout cas que l'espagnol touche moins quand on leur en parle en espagnol de la religion. En fait, c'est une vraie problématique encore aujourd'hui que de trouver des prêtres qui parlent quechua. Et des prêtres qui parlent espagnol, en fait, ils sont vite limités à des postes citadins dans des plus grandes paroisses à Cusco. Et ces nouveaux prêtres que moi je vois apparaître, qui parlent le quechua et qui sont prêts à aller vivre dans les paroisses rurales, c'est vraiment, je crois, ce qui vient peut-être enfin mettre fin à cette problématique qui a l'air quand même d'avoir une ancienneté assez importante, quoi. C'est surtout qu'en plus, dans les réformes qui sont mises en place au tournant 16e, 17e autour de cette question de la langue, il y a aussi toute la question en fait de l'indien, ce qu'on va appeler l'indio. Et donc faire le catéchisme en langue générale indienne, c'est aussi s'assurer qu'en fait il y a une forme de d'essentialisation de ces populations comme indios et donc néophytes. Et il y a aussi tout cet enjeu, et c'est aussi pour ça que le castillan devient assez vite pour les caciques aussi un moyen de distinction sociale. C'est que ça permet aussi de se montrer que oui, on est néophyte, on est bien indio, mais on est chrétien élite parmi les indios. Et ce problème de la langue-là, ça devient un vrai problème récurrent que je retrouve dans les procédures à partir du 18e en fait, où il y a des tensions de plus en plus fortes entre les caciques et les autorités coloniales, parce que les caciques ont de plus en plus de mal à remplir les attentes des autorités coloniales, tout en restant légitimes auprès des communautés indigènes. Et à partir de ce moment-là, il y a vraiment cette idée que le cacique, beaucoup de caciques en fait vont dénoncer des prêtres parce qu'ils parlent mal de la langue india, parce que ça leur donne aussi un moyen finalement de dire que eux sont légitimes. Eux, ce sont des vraies élites chrétiennes parce qu'ils parlent le castillan et qu'ils sont capables de s'adresser en castillan, mais aussi parce qu'ils sont indios. Donc il y a aussi une forme de réappropriation finalement de cette autorité-là par la langue. Le problème, c'est que oui, le quechua, moi je le vois pas dans mes sources très malheureusement, mais voilà, il y a aussi ces enjeux-là derrière finalement. Mais sur cette question-là de la légitimité, moi je la retrouve plutôt du côté en fait des attentes des paroissiens et des paroissiennes. Quand je les interroge sur les prêtres qui ont précédé ceux qui sont aujourd'hui en place, qui sont soit des prêtres issus de la ville, de classe plutôt moyenne sup et qui parlaient quechua ou non, mais surtout beaucoup pour la zone qui m'intéresse, en fait des prêtres envoyés d'Europe, des Belges ou des Italiens ou des Polonais qui parlaient pas du tout quechua et en plus de ça apparemment pas très bien espagnol non plus. En fait ils avaient aussi, et comme toujours dans les sermons, parfois des discours qui pouvaient être très violents contre certaines pratiques qu'avaient les paroissiens et paroissiennes. Et le fait que ces prêtres-là, aujourd'hui, soient issus de la campagne et amènent des critiques ou des conseils en quechua, ça leur donne en fait une certaine légitimité. Pour les paroissiens et paroissiennes, c'est plus facile d'entendre. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que disent beaucoup aussi dans leurs discours les prêtres, en disant moi aussi je suis de la campagne, moi aussi mes parents cultivent la terre. Et en fait, de manière assez, je pense, inconsciente dans leur discours, les références qu'ils peuvent faire à leurs origines, qui sont des origines communes, en fait, ils pourraient être nés dans les mêmes villages où ils pratiquent leur métier. Ça légitime leur présence et ça légitime leur discours auprès de la population. Et donc là, c'est une légitimité plus auprès de la population que des institutions elles-mêmes. Bah, du coup, en fait, ça revient... En fait, les caciques au 18e, ils jouent avec les deux. C'est ça qui est intéressant. Et il y a vraiment une distinction entre je me représente comme castillan face aux autorités coloniales, et là, on coche toutes les cases de ce qu'on attendrait d'un bon chrétien, mais après, il y a toujours cette dénonciation, parce qu'en fait, l'espagnol ou le curé mestizo n'est pas assez indien, finalement. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, et c'est pour ça qu'il y a vraiment quelque chose à faire, à mon sens, en fait, sur l'historiographie après le XVIIIe siècle, parce que clairement, il se passe quelque chose à ce moment-là, et qu'il y a une forme de continuité, en fait, avec des choses que tu observes toi. Donc ce serait... voilà, c'est un appel. Et toi, tu dis que le curé ne serait pas assez indien. Oui. Moi, et ça reste une hypothèse pour l'instant, j'ai pas suffisamment de sources pour vraiment pouvoir l'énoncer comme quelque chose dont je suis sûre. Quand les missionnaires envoyés d'Europe, donc à partir du Fidei Donum dans les années 60, voient
commençait à émerger une sorte de clergé local. Là, le problème, ce n'est pas que les curés ne sont pas assez indiens, c'est que les curés ne sont pas assez curés parce qu'ils sont indiens. Et en fait, il y a cette question-là de, une fois qu'on a un système d'autochtonisation du clergé, et c'est quelque chose qui n'est pas restreint au contexte du Pérou. J'avais lu aussi un article qui disait qu'au Vietnam, c'était la même chose qui se passait. Quand les missionnaires blancs européens voient arriver des prêtres locaux, en fait, ils seraient quand même pas suffisamment catholiques, ou en tout cas pas suffisamment européanisés pour être des bons curés. Et encore aujourd'hui, on a des discours du fait que la formation des curés actuels serait une formation insuffisante. Et en fait, il continue toujours d'y avoir ce regard de la légitimité, pas tant sur la question peut-être de l'identité que de la capacité à. D'un point de vue institutionnel, pour ton cas, on ne demande pas du tout aux curés, ou c'est pas recommandé pour les curés de parler quechua. Ou ça, c'est pas forcément dit. En fait, automatiquement, si. En fait, ils parlent quechua souvent quand ils rentrent au séminaire. Ils ont des cours de quechua au séminaire actuellement. Okay. Par contre, au moment du Fidei Donum, quand des prêtres sont envoyés depuis l'Europe vers l'Amérique latine pour le problème de crise des vocations, on n'attend pas d'eux qu'ils parlent quechua. Il y a des documents internes, notamment il y a eu beaucoup de prêtres salésiens qui ont été envoyés dans la région dans laquelle je travaille, et tous les documents internes que j'ai pu consulter disent qu'il faut qu'ils apprennent la langue, qu'ils s'imprègnent, qu'ils fassent ce travail d'inculturation, et en fait ils n'y arrivent pas. Un des prêtres qui travaillait pour la paroisse pendant presque 20 ans et qui est parti dans les années 2010, il avait besoin encore d'un interprète quand il se rendait dans des communautés quechua-phones. Après avoir vu l'importance de la langue, les différentes langues qui sont utilisées par le clergé dans cette évangélisation, et aussi le rôle de la mise en scène et de la noblesse, par exemple, indigène à l'époque coloniale, dans cette mise en avant de l'identité chrétienne. Est-ce que vous pouvez revenir à chaque période qui est la vôtre? Qu'est-ce que c'est, tout simplement, qu'être un bon chrétien? Et quelles sont un peu les normes aussi de comportement qui sont inculquées pour pouvoir être légitimer le fait d'être un bon catholique? Toi, Elfie, donc à l'époque coloniale, comment ça se passe? Alors, je vais vous parler un petit peu de la manière dont les caciques se présentent comme bons chrétiens, ce qui rejoint un peu en fait ce qu'on attend d'eux par les autorités coloniales. Et je vais essayer d'être synthétique parce que c'est très difficile de résumer sur 3 siècles. Mais en gros, ce que j'ai pu noter dans ma thèse, c'est qu'en fait, il y avait à peu près 3 périodes où les arguments sont à peu près homogènes. Jusqu'au début du XVIIe siècle, donc jusque vers les années 1610, avant en fait la mise en application des réformes du Concile de Trente, quoi. Quand on veut se présenter comme bon cacique et bon chrétien, on insiste essentiellement déjà sur le fait qu'on s'est converti ou que ses grands-parents, ses parents se sont convertis de manière volontaire et précoce. Voilà, ça c'est vraiment la base. La conversion a été immédiate quand les Espagnols sont arrivés. Et puis, il y a aussi toute la question de l'assistance à l'installation des paroisses. Donc, est-ce qu'on a fourni du travail, c'est-à-dire est-ce qu'on a mobilisé de la main-d'œuvre indigène pour construire les églises, pour construire des biens pour le curé, etc. Mais en fait, c'est tout, en termes de vraiment de choses qui sont liées à l'évangélisation. Parce qu'après, ce qu'on va mettre en avant, c'est plutôt en fait sa capacité à fréquenter les Espagnols et à s'approprier de la culture espagnole et pas forcément particulièrement la religion. Donc la langue, comment on s'habille. Par exemple, quand on a obtenu un privilège pour monter à cheval ou porter une épée, c'est ce qu'on va mettre en avant. Donc en fait, des choses qui sont constitutives de la manière dont la noblesse castillane se représente. Et en fait, à partir des années 1610, c'est là qu'on voit l'efficacité en fait des réformes qui ont été mises en place et notamment de l'intensification des visites de paroisses, des procédures judiciaires pour vérifier que les paroisses fonctionnent bien. Parce qu'à partir de ce moment-là, être un bon chrétien, ça devient effectivement la reprise de choses qui sont liées au discours de l'Église sur ce qu'être un Indien bon chrétien. Et ce qu'on met le plus en avant, c'est la capacité à assurer la policia cristiana, donc c'est-à-dire à assurer les bonnes mœurs des populations indigènes, la capacité à repérer ce qu'on va appeler les mœurs barbares ou les mœurs des indios gentiles, donc des gentils. Donc en fait, c'est tout ce qui serait susceptible d'être une sorte de survivance de pratiques païennes, par exemple la consommation excessive d'alcool, l'inceste, voilà, parce que ça fait partie des choses qui sont considérées comme indias. Et bien sûr, évidemment,
dans l'idolâtrie. Là, à partir de là, on commence à avoir en fait une manière de se représenter comme bon chrétien en dénonçant le mauvais chrétien. Et c'est vraiment en fait par la négative de ce que l'Église désigne comme non chrétien qu'on commence à se construire comme chrétien. Par contre, ces discours-là sont très 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 efficaces pour faire en sorte que les caciques en fait s'identifient progressivement à une forme d'ordre chrétien. Et ce qui est assez intéressant, c'est la manière dont par exemple ils vont penser le pueblo, donc le village de réduction indigène, comme la seule cellule de vie possible pour un chrétien indien. Et donc c'est un argument qu'on retrouve dans plein de procédures où en fait, par exemple pour dénoncer certaines mitas qui tiennent, donc le travail forcé de corvée, qui tiennent les indigènes hors du village pendant trop longtemps, les caciques vont expliquer qu'en fait ça nuit à leur évangélisation puisqu'ils ne sont plus dans le pueblo, donc ils ne sont plus au contact de la communauté chrétienne, du curé, etc. Et on a toute cette image du pueblo versus les montes, donc les montagnes qui sont associées aux barbares, aux gentils, qui sont convoqués progressivement. Et ça vient vraiment en fait des discours que tiennent le clergé sur les lieux de vie indiens, sur la manière de vivre en tant que chrétien et indien. Et au XVIIIe siècle, il y a une transformation qui est complètement radicale. Ou alors là, et c'est quelque chose que j'essaye de comprendre et de travailler plus en détail aujourd'hui, devenir un bon chrétien, en fait, c'est mettre en avant ses pratiques personnelles de dévotion, donc sa participation aux fêtes, son assiduité à la messe, mais aussi tous les investissements qu'on a faits en faveur d'institutions paroissiales, donc des paroisses, des confréries, etc. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'en fait, ces pratiques-là, les caciques, ils les ont depuis le XVIe siècle. On en a des traces. L'historiographie a largement travaillé dessus. Mais elles arrivent comme des arguments pour se représenter comme chrétiens au XVIIIe siècle. Et donc là, je pense qu'il y a aussi quelque chose à creuser, notamment autour de ce qu'on comprend du rôle en fait de la vertu, notamment de vertus chrétiennes comme la charité, l'amour des pauvres, qui en fait apparaissent finalement très très tard dans la manière dont on se représente face aux autorités coloniales, par rapport en fait à des pratiques qui étaient déjà là avant. Donc il y a vraiment un décalage dans être chrétien dans la paroisse et être chrétien par rapport aux autorités coloniales. Toi Alice, est-ce que tu vois des continuités par rapport à ce que vient de dire Elfie ? Quand j'écoute Elfie parler de l'époque qu'elle étudie, ça me fait justement rire parce que je trouve des continuités. Et la continuité la plus importante, c'est celle de l'alcool. Peu importe l'époque, on trouve toujours des sources institutionnelles qui nous disent que le plus gros combat, c'est l'alcoolisme. Parce que l'alcoolisme, c'est la porte d'entrée à tous les autres maux. Et aujourd'hui, dans les paroisses dans lesquelles je travaille, la question de l'alcool, c'est toujours un problème principal pour le prêtre. Et donc, si on se pose la question de qu'est-ce qu'être un bon chrétien, je pense qu'il va y avoir vraiment deux visions. La vision de ce qu'est un bon chrétien pour le prêtre, ce qu'est un bon chrétien pour les paroissiens et les paroissiennes. Du côté du prêtre, être un bon chrétien, c'est célébrer le Seigneur ou la Vierge comme il se doit, c'est une expression qu'utilise beaucoup Padre Oscar, et comme il se doit, c'est en fait sans boire. C'est de dire on peut célébrer la Vierge ou le Seigneur sans que ça passe par l'ivresse. Là où être un bon chrétien pour un paroissien, une paroissienne, c'est participer aux événements de festivités qui sont dédiés à la Vierge ou au Seigneur, donc différentes dates du calendrier catholique, et puis selon aussi les fêtes patronales locales. En fait, c'est hyper important au niveau des communautés que chacun, chacune soit un jour responsable d'une procession ou responsable ce qu'on appelle une comparsa, donc un groupe de danse qui dédie sa danse au Seigneur ou à la Vierge qu'on célèbre. Et celui qui est alors le responsable de cette comparsa, c'est le mayordomo. Donc c'est celui qui va, en fait, pendant toutes les festivités, être chargé de nourrir ceux qui dansent, de leur donner leurs vêtements, de s'occuper en fait de tous les frais. Et être un bon chrétien, pour les paroissiens, paroissiennes aujourd'hui, c'est pendant un moment de sa vie, assumer cette charge-là, qui est une charge économique très importante pour des populations qui sont pauvres. Et en fait, une des attentes du mayordomo, ça va être qu'il donne à boire à ceux qui dansent pour la Vierge ou pour le Seigneur. Et donc là, on a vraiment deux chemins très distincts en fait de ce qu'on pourrait considérer comme être un bon chrétien ou non. Dans les discours de mes prêtres, qui ressort aussi beaucoup sur ce qu'est être un bon chrétien aujourd'hui, c'est la question de la formation. Comme je le disais, donc on considère toujours, en tout cas l'Église de Cusco considère que certaines zones sont encore des zones de mission parce que l'évangélisation n'aurait pas abouti. Et donc ce qu'on attend d'un bon chrétien aujourd'hui, c'est qu'il continue à se former, qu'il lise et surtout qu'il forme ses enfants. Il y a vraiment cette préoccupation en fait de la transmission aux jeunes générations. Et cette transmission par les jeunes générations, là les prêtres mènent vraiment un combat
pour qu'en fait les paroissiens, paroissiennes prennent le pli des attentes qui sont des attentes de l'Église comme institution, qui sont le baptême, le mariage, la confession, qui sont pas tout à fait en fait encore intégrés dans les rythmes de vie qu'ont les paroissiens, paroissiennes, notamment par exemple, souvent les gens se marient une fois qu'ils ont déjà eu 2 ou 3 enfants, on attend beaucoup d'années avant de baptiser l'enfant, confession c'est quelque chose qui se fait très peu, mais aussi parce qu'ils n'ont pas de prêtre à qui se confesser directement. Et voilà. Et sur la question par contre de la continuité de la lutte contre les idolâtries, bon moi du coup j'ai essayé de pas trop rentrer dans ce schéma de pensée-là pour justement ne pas reproduire cette vision du catholicisme andin, syncrétique, qui serait jamais vraiment catholique. Mais ce que je remarque, c'est que les prêtres, aucune, en tout cas ceux avec qui je travaille, n'ont aucun problème à parler de la Pachamama, donc la terre-mère, ou les apus, donc ces divinités que représentent les montagnes pour les communautés rurales. Mais l'idée, c'est de dire, ok, il y a la Pachamama, il y a les apus, mais au-dessus, il y a Dieu. Et une fois, j'interrogeais un prêtre sur pourquoi, à chaque fois qu'on passe le pic le plus haut dans les montagnes des Andes, on trouve une petite chapelle ou au moins une croix ou la présence d'une vierge. Et il m'a dit, c'est pour montrer aux gens que, oui, les apus existent, mais par-dessus tout ça, il y a d'abord Dieu et ensuite, il y a tout le reste. Ñawi pini wawa gurju piso kui aswan kalpawa mi tijerasta Uyarini campana kuna manda sapa pajarin Oaxaca Jarka kui mi sapa maje Ñawin chikta chikarumana pipas urgi atikanchu Kalpai kalpai chajina gurmamu Chuya ya kuji narimai sotochu Mare pipas iwan chimaruanay Munas nankutaja Tijeras wajapti hayachkan Merci beaucoup pour tous ces échanges. Peut-être pour les incarner encore un peu plus, est-ce que vous pourriez nous raconter un peu l'histoire d'un cacique rencontré dans les sources ou un prêtre suivi sur le terrain ? Oui, alors moi je vais vous présenter le cas d'un cacique qui m'intéresse particulièrement parce qu'en fait il est un petit peu... Il y a tout cet côté d'appropriation des discours, justement de dénonciation des mauvais chrétiens derrière et les enjeux politiques et sociaux qu'il y a derrière. Et en même temps, il s'inscrit dans une continuité de pratiques qui sont très intéressantes pour penser la manière dont l'introduction du christianisme transforme les rapports de pouvoir au sein des communautés andines, mais aussi permet de reformuler en fait de nouvelles formes d'appartenance. Et c'est un peu une figure qui fait le lien entre ce que je faisais dans ma thèse et ce que j'essaye de faire aujourd'hui. Donc je vais vous présenter un monsieur qui s'appelle Don Juan Gualpa Orquetoyo, qui prétend être cacique d'un village qui s'appelle Otuyú, qui est dans le département actuel de Potosí, donc côté bolivien, et qui est en fait un petit peu à mi-chemin sur la route entre Potosí et la ville de Charca ou de La Plata, donc c'est-à-dire le siège de l'audience et la capitale en fait de l'audience de Charcas du coup. Et c'est une région qui est importante parce qu'en fait, il y a beaucoup de déplacements de population. Au moment où les Espagnols arrivent, il y a eu aussi beaucoup de déplacements de population antérieurs puisque, en fait, comme c'était une région minière assez importante, il y a eu beaucoup de création de ce qu'on va appeler des petites colonies envoyées par l'Empire Inca avec des gens qui étaient détachés de leurs aïlous, donc de leur communauté d'origine, pour le service de l'Inca. Et il se trouve que ce Don Juan, en fait, prétend être cacique d'un pueblo alors qu'il vient justement d'une communauté détachée dans le cadre du service de l'Inca qu'on appelait des Yanaconas. Et ça crée tout un tas de problèmes avec la communauté qui habitait avant l'arrivée de cette population-là. Donc je vais vous parler un petit peu de ce monsieur, je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment il a construit sa légitimité parce que justement le christianisme joue un rôle central là-dedans. Alors, il fait face à un procès du coup de succession entre 1619 et 1629, donc c'est relativement long, ça fait 10 ans de procédure, c'est un gros dossier. Il a été dénoncé comme étant un cacique incapable parce que mauvais chrétien par une partie en fait de la communauté qui habitait au Tuyú et qui n'appartient pas du tout au groupe des Yanaconas et qui justement décrit Don Juan Gualpa comme un Yanacona et un mauvais cacique parce que il dilapiderait les biens de l'église et de la fabrique paroissiale pour payer des banquets où on sert moult alcool au moment des festivités religieuses. Et donc ça évidemment on paye de l'alcool, il y a le risque de suspicion. Alors en fait, ce qu'il y a derrière, c'est la suspicion de consommation d'alcool pour rentrer en transe. Donc ça, c'est quelque chose qui fait très peur à l'Église, mais il y a autre chose aussi.
c'est qu'en fait, justement, payer l'alcool et payer les banquets, c'était une des fonctions qu'avaient et que devaient remplir en fait les seigneurs préhispaniques dans l'organisation des rituels. Et il y a toujours cette suspicion, quand un cacique justement finance des banquets en fêtes religieuses, qu'il le fasse pour de mauvaises raisons et qu'il le fasse parce qu'il essaye de perpétuer la mémoire de ses ancêtres. Et donc du coup, Don Juan Gualpa, en fait, face à ça, est obligé de prouver que non, il est bien un bon chrétien et que ses pratiques s'inscrivent en continuité de pratiques qui ont été introduites par les curés. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, pour se défendre, il va produire le testament de son père, qui s'appelle Don Juan Tapia, qui a été nommé cacique par l'audience de la Charcas, donc qui a été reconnu comme le seigneur légitime d'Otuyu. Et pour prouver que sa famille est bien chrétienne, en fait, dans le testament, il va insister notamment sur en fait tout ce que Don Juan Tapia a fait pour la communauté. Et alors, c'est là que moi, maintenant, ça m'intéresse, parce qu'en fait, Don Juan Tapia, en achetant des terres qu'il a ensuite léguées à la fabrique de paroisse et avec des troupeaux, il a réussi en fait à créer une sorte d'ancrage territorial des Yanacona dans la paroisse, alors que les Yanacona en fait étaient perçus par les communautés du Pueblo comme des étrangères. Et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a donc acheté des terres qu'il a léguées à la fabrique, et il a légué aussi à cette fabrique 1000 ovejas de Castilla, donc des moutons, qui sont censés être gardés et traités par les Yanaconas qu'il dirigeait. Et donc à partir de là, il y a aussi tout un montage qu'il a mis en place a priori avec le curé, puisque pour gérer ses moutons ainsi que les terres, en fait, il va demander dans son testament que les Yanaconas élisent parmi les principales, donc en fait parmi les propres descendants de Juan Tapia, quelqu'un qui sera le mayordomo, donc le gestionnaire de ces biens-là, et qui les gérera avec le curé. Et ce qui est très intéressant dans ce cas-là, c'est que non seulement on a un cacique qui investit très très tôt, en plus des animaux européens dans une paroisse, donc il y a toute une réflexion à avoir là-dessus, mais en plus c'est ce qui va permettre en fait aux Yanacona de s'ancrer dans le Pueblo et d'essayer d'intégrer la communauté paroissiale. Ce qui pose encore problème en fait en 1619, c'est pas tellement que les Yanacona soient intégrés à la communauté paroissiale, c'est que ce soit une élite Yanaconas qui soit encore cacique. Et donc il y a de très 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 nombreux procès de succession qui se jouent justement autour de ces biens-là, parce qu'il va falloir prouver que les caciques qui ont transféré ces biens l'ont fait, mais les usent de mauvaise manière, donc comme des mauvais chrétiens, pour pouvoir en fait finalement détruire leur légitimité qui était basée là-dessus, et qu'ils ont acquis face aux autorités espagnoles. Merci. Et toi Alice, est-ce que tu as un exemple biographique à nous confier? Ouais, tout à fait. Moi, j'ai choisi de vous parler de prêtre Oscar, donc Padre Oscar, qui est en fait un de mes interlocuteurs privilégiés sur le terrain, parce que c'est lui qui, en premier, m'a ouvert les portes de la paroisse dans laquelle je travaille principalement, et qui en est en fait le curé responsable. Padre Oscar, il a 37 ans, il est grand, il a la pommade, les cheveux noirs, des petites lunettes rectangulaires au vert un petit peu fumé. Il est très attaché à sa terre d'origine, qui est communauté près du village de Paucartambo. Paucartambo, c'est une ville importante pour la vie religieuse de la région de Cusco, parce que tous les ans s'y déroule au mois de juillet la fête de la Vierge du Carmen. Ça donne lieu à des festivités spectaculaires pendant une semaine, qui sont surtout en fait des danses et de la musique, de justement toutes ces comparsas dont je parlais tout à l'heure, tous ces groupes qui en fait dansent et font des processions pour rendre hommage à cette Vierge, qu'on appelle aussi la Mamacha Carmen, donc la mère Carmen, et qui est une figure très importante et que les Cusquéniens, et en plus de ça, les personnes de Paucartambo portent vraiment dans leur cœur, parce que symboliquement en fait elle a été couronnée par Jean-Paul II quand il est venu au Pérou en 1985. Et donc Padre Oscar il a grandi en voyant en fait ces festivités là. D'ailleurs il aime beaucoup lui-même le chant et la danse. Padre Oscar au quotidien il ne marche pas, il court tout le temps. En fait ça fait 4 ans qu'il est curé d'une paroisse qui réunit une vingtaine de communautés, et il passe autant de temps dans sa voiture que dans sa paroisse. Il ne compte pas ses heures de travail, il ne compte pas ses heures de sommeil. Il a un caractère très perfectionniste et très exigeant quand il faut célébrer une messe, quand il faut organiser une procession. Et justement, lui, il a vraiment à cœur ce qu'il dit souvent de « como debe ser », donc on doit célébrer la Vierge ou le Seigneur comme il se doit, jusque dans les micro-détails de l'organisation et de la mise en scène de cette célébration. Il a aussi un rapport très institutionnel à son métier. L'important pour lui, c'est l'obéissance.
qu'il doit à l'Église et à ses supérieurs. Et ça passe aussi par du coup son service à l'Église, ce qui a pu amener dans les relations qu'on a tous les deux parfois des dynamiques un petit peu de méfiance. Il avait peur en fait de ce que je voulais chercher, et puis il avait peur dans ses entretiens de me dire quelque chose qui ne correspondrait pas à ce que l'Église attendrait de lui qu'il ait comme discours en fait. Donc j'ai dû avec lui un peu réussir à négocier et à lui expliquer en fait ce que je venais chercher. Mais donc pour lui le plus important c'est ça, c'est l'obéissance et le service. Donc s'il n'a pas le temps de s'asseoir, il n'a pas le temps de manger, il n'a pas le temps de se reposer, ce n'est pas grave. Quand il a enfin un peu de temps pour se poser, c'est quelqu'un de très drôle, qui aime débattre d'idées, qui aime écouter de la musique wainu, donc la musique traditionnelle locale, qui aime danser, mais toujours à l'abri des regards, parce qu'il reste quand même assez préoccupé de ce que les paroissiennes pourraient penser de lui. Son énergie, que je vois moi dans nos débats d'idées, ou quand il se met à danser ou à chanter dans la petite cuisine de la paroisse, il la montre aux paroissiennes, surtout au moment du sermon. Pendant une 20aine de minutes, il explique avec beaucoup d'enthousiasme la lecture du jour, il donne des exemples parfois qu'il théâtralise avec des jeux sur les intonations de voix, il fait des blagues, il parle très vite, il a un rythme très dynamique entre l'espagnol et le quechua. Il passe du quechua à l'espagnol en un clin d'œil et il aime vraiment parler et expliquer en quechua. C'est vraiment quelque chose de très important pour lui. Ses collègues prêtres l'appellent le quechualogue parce que pour lui c'est un plaisir de parler quechua. Et d'ailleurs il passe son temps à dire que mon quechua falta de ají, donc manque de piment, serait un quechua trop scolaire et pas assez incarné. Mi hermanos hatarik son sianis patwa masiko na munaitam atipasun ke Santa Misanistam porque no kan Santa Misada kan uraiman kan siam que kona takerusuns apu taitaiku kuya payawaiku apu taitaiku Kuya payawaiku Jesucristo Espirichiwaiku Jesucristo Espirichiwaiku Aputaitaiku Kuya payawaiku Aputaitaiku Kuya payawaiku. Oración. Alors pour terminer, est-ce que vous pourriez nous donner quelques conseils culturels, c'est-à-dire de lecture, mais aussi d'écoute ou de films? Qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller pour prolonger l'écoute de ce podcast sur cette thématique de l'évangélisation au Pérou? Alors moi je vais vous recommander en fait deux choses qui m'ont accompagnée pendant ma thèse. D'abord, c'était un livre que j'ai découvert au Pérou pendant les très 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 longs trajets de bus entre la Bolivie et Cusco. Et bon, c'est un livre qui est connu mais qui est intéressant pour ces questions-là, je trouve, de Oscar Colchado Lucio, qui s'appelle Rosa Cuchillo. Et en fait, c'est l'histoire d'une femme, donc Rosa, qui cherche l'âme de son fils, dont elle ne sait pas en fait ce qui lui est arrivé. Il a été recruté par le Sentier Lumineux. Et du coup, pour le retrouver, elle est guidée par son chien avec lequel elle dialogue. Et c'est un livre qui est très poétique et qui est très intéressant en fait sur la spiritualité, notamment sur le rapport à la mort, à l'au-delà. Et ce qui m'avait un peu déroutée, mais ce que j'ai beaucoup aimé après à la lecture, c'est qu'en fait, il y a énormément d'expressions en quechua. Ne parlons pas du tout quechua, surtout pas à cette époque-là. C'était vraiment une barrière un petit peu dure à passer, mais ça m'a permis aussi de sûrement mieux comprendre certaines des sources que je lisais à cette époque-là. Surtout que j'étais en plein dans la tête dans les procès d'extirpation d'idolâtrie. Donc voilà, donc celui-là je le recommande à tout le monde. C'est un peu un classique de la littérature péruvienne et je pense que c'est un beau livre. Et sinon, après, dans mes oreilles, j'avais une chanteuse que je crois Alice voulait recommander aussi, qui s'appelle Renata Flores. Et en fait, je l'ai découverte parce que j'étais au Pérou en 2018 et ça devait être, je crois, le premier gros titre qui passait sur toutes les télés, dans tous les petits boui-boui où on achète son sandwich, etc. C'était en boucle. Et donc j'écoutais beaucoup cette chanson. Alors tu me reprends sur la prononciation quechua, qui s'appelle Camina. Voilà, donc c'est pareil, c'est une très belle chanson. Je saurais pas trop décrire le style de Renata Flores, c'est du trap.
Moi, je pense que c'est un peu un mélange pop, trap, musique andine. Oui, voilà. Et avec cette particularité d'avoir des musiques bilingues quechua-espagnol, et avec souvent en plus des paroles assez engagées sur le féminisme ou les communautés campesinas du Pérou. Non, c'est vraiment une bonne chanteuse aussi. J'aime beaucoup Renata, voilà, je suis fan absolue. Merci. Et toi, Alice, donc au-delà de Renata Flores? Donc moi aussi j'avais prévu de vous parler de Renata Flores, mais je l'avais combiné en fait avec un groupe que je voulais aussi recommander aux auditrices qui s'appelle Los Campesinos, qui est un groupe vraiment classique de la musique péruvienne, qui est apparu dans les fins des années 60 et qui s'est arrêté début des années 2000, qui sont un groupe de thèmes classiques du huayno andin, donc le huayno, cette musique un peu traditionnelle, et où en fait, si vous avez la chance d'un jour découvrir le Pérou et que vous prenez les petits taxis qui vous emmènent d'une communauté à une autre, c'est le genre de musique que vous allez forcément entendre dans toutes les radios. C'est des musiques que tout le monde écoute en fait, peu importe la classe sociale, l'endroit. En tout cas dans la région de Cusco, j'ai un peu l'impression que c'est une musique qui fait lien dans cette société-là. Et je voulais aussi vous parler d'un livre qui est une bande dessinée qui s'appelle Les Indes fourbes, d'Alain Ayroles et de Juanjo Guarnido, qui raconte en fait les aventures picaresques d'un personnage qui s'appelle Don Pablos de Segovia au XVIe siècle, et qui fait en fait des allers-retours entre sa vie en Espagne et puis ses aventures en Amérique du Sud, qui est un livre, une BD déjà très belle dans les dessins, mais aussi avec un scénario très intéressant, qui donne à voir un petit peu aussi des mentalités des conquistadors de l'époque, qui donne à voir des paysages magnifiques qui sont encore les paysages qu'on a aujourd'hui dans les Andes péruviennes, et qui se lit très facilement et qui m'avait beaucoup marqué. Merci beaucoup pour vos recommandations, pour nous avoir donné un peu des clés de lecture sur cette histoire du Pérou sur la longue durée. D'ailleurs, au moment où on enregistre cet épisode, on sait que l'actualité péruvienne est très complexe, très difficile, avec une élection présidentielle où on ne sait même pas encore les résultats qui mettent plusieurs jours à tomber, avec aussi l'extrême droite qui est, comme dans d'autres pays d'Amérique latine, et aux portes du pouvoir. Mais voilà, on espère que cet épisode permettra, au-delà de cette actualité qui va changer très, très prochainement, de vous plonger dans cette histoire du Pérou. Et on vous remercie en tout cas beaucoup d'avoir confié vos sujets de thèse au micro de la Panaméricaine. Merci à vous. Merci d'être venu jusqu'à la Sorbonne Nouvelle, que nous remercions aussi pour héberger l'enregistrement de cet épisode, que vous pouvez retrouver sur vos plateformes d'écoute préférées, Deezer, Spotify et autres, ainsi que sur YouTube. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles et à nous retrouver le mois prochain pour la suite de nos aventures.